Donc l'importance pour lui, c'est qu'il s'agit d'un jeu du moi avec un objet et qu'il n'impliquerait pas la culpabilité chez les patients en se référant à des implications homosexuelles. C'est pour ça que Kahn n'a pas voulu interpréter ce qui s'est passé en si, c'est-à-dire qu'il se retient vraiment interpréter une relation lesbienne et tout ça. Et cette hypothèse de la culpabilité liée à l'homosexualité, c'est une hypothèse intéressante, mais qui n'est plus trop dans l'air du temps. Et que ça parle peut-être du personnage, dans d'autres cas. Oui. Mais ce que je trouve, que je trouvais bizarre dans un deuxième temps, c'est que cette phase développementale de la capacité d'être seul, c'est bien exploité par Winnicott comme une étape à franchir par tous les enfants, dans le sens de l'autonomie et de la séparation de l'objet, et que là, la personne n'est pas seule, c'est-à-dire qu'elle peut avoir le même sentiment, mais je n'ai pas très bien compris pourquoi il a pris cette explication de Winnicott dans ces cas-là, franchement, parce que ces personnes-là, ça peut être... Non, mais il a pris ça uniquement parce que c'est dans ce texte, c'est pas à cause de la capacité d'être seul, mais parce que dans ce texte, Winnicott, il parle de orgasme du moi. Oui, et d'extase, en fait. D'extase, voilà. Mais je pense que voilà, ok. Mais c'est pas à cause de la capacité d'être seul, c'est à cause de l'orgasme du moi. Oui, mais c'est comme synonyme chez Winnicott. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui est synonyme? L'orgasme du moi et la capacité d'être seul, c'est-à-dire qu'il utilise... Après, Winnicott ne va plus utiliser orgasme du moi, mais par contre, la capacité d'être seul, oui. Mais il parle de l'orgasme... Non, mais il parle de... Pardon, parce que tu veux dire que c'est un stade normal, c'est une formation inconsciente, etc. Mais parce que Kahn dit... Oui, pardon, un stade du développement. Oui. Parce que Kahn, ici, le qualifie comme un développement pathologique, l'orgasme du moi. Non. Pas tout à fait. Mais je n'ai pas compris comme ça. C'est pas ça que tu allais dire. Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, si on prend en tout cas la citation de Winnicott là, c'est que... donc... je sais pas d'où je reprends, mais c'est page 240 en fait. Hein. Mais j'aimerais étudier les concepts d'un orgasme du moi, troisième ligne. Je suis conscient, bien entendu, que si une telle chose existe, ceux dont l'espérance intellectuelle et inhibée auront tendance à se spécialiser dans de tels orgasmes, si bien qu'il y aurait une pathologie de la tendance à l'orgasme du moi. Pour le moment, mon dessein n'est pas d'étudier la pathologie, sans oublier cependant que le corps entier peut s'identifier à un objet partiel, les phallus. Je voudrais seulement poser la question de savoir si l'on peut valablement assimiler l'extase à un orgasme du moi. Chez la personne normale, une expérience pleine de satisfaction, telle qu'on peut vivre à un concert, au théâtre ou dans une amitié, peut être qualifiée par les mots. Un orgasme du moi. Terme qui attire l'attention à la fois sur l'acmé et son importance, mais il met l'amitié, donc c'est pas une solitude, c'est pas une capacité d'être seul, là-dedans aussi. Alors si on revient à la question d'Olga, et je pense que une chose c'est l'orgasme du moi selon Winnicott, l'autre chose c'est tel que Kahn il l'applique. Kahn l'applique dans le sens où ça devient symptomologique. Je ne sais pas si c'est pathologique, mais en tout cas symptomatique. La définition de Winnicott n'est pas vous pathologique. J'ai étudié le machin, j'ai lu en détail les trucs, puis il parle de 3 catégories. Moi je trouve tellement vieillot ces histoires. Il y a la catégorie avoir une bonne sexualité, où on aime l'objet qu'on va conquérir, etc. Et puis on jouit pleinement, sensuellement des choses. Donc là, les choses ne sont pas dissociées, elles font teint, donc on est dans une complétude formidable. C'est ça que je comprends. Et puis dans le cas, il y a le cas de la perversion, enfin selon eux, ça veut dire c'est les prégénitaux, c'est les homosexuels qui passent à l'acte, qui ont une activité. Et puis il y a une autre catégorie, c'est les hétérosexuels.
cette femme et puis cet homme, ce quarantenaire, qui ont finalement, pour lui c'est pas une attirance homosexuelle, mais c'est pas homosexuel parce qu'il n'y a pas passage à l'acte, mais ils ont une sorte d'attirance, et puis ce qu'il appelle l'orgasme du moi, puis si on laisse perdurer cet orgasme du moi, puis qu'on ne fait pas le travail qu'il a fait, de faire des interprétations prudentes, et puis d'être protecteur, il parle de la protection de l'analyste, eh bien on risque de dévier les choses, puis on n'arrivera non pas à une perversion, mais une perversité du moi. Parce qu'il y aura, il faut que je trouve il y aura une sorte de... On va idoliser, il y aura une idolisation de l'objet. C'est joli ce terme, idolisation de l'objet. Et ce qui fait qu'une partie de l'énergie, au lieu d'être pleinement dévouée à son partenaire sexuel, eh ben on la dévie un peu dans d'autres plaisirs qui ne sont pas un peu louches. C'est un peu comme ça que je comprends le truc. C'est trois catégories. Parce que, il faut continuer à lire parce qu'après, donc, il parle d'une relation au moins satisfaisante et ensuite il la compare au jeu de l'enfant seul. Hein, et il y a le jeu heureux, et le jeu qui l'enfant est trop excité. Et là il y a un orgasme du moi à ce moment-là. Non, il est trop excité, il y a donc le corps entier entre l'agitation psychomotrice. Voilà. Mais ça c'est pas le jeu de l'enfant pathologique de l'orgasme du moi. C'est comme ça que c'est présenté. Oui, mais c'est pas très clair. Le jeu d'un enfant n'est pas heureux lorsqu'il se complique d'excitation corporelle comportant leurs instants d'orgasme physique. L'enfant qu'on appelle normal est capable de jouer, de s'exciter pendant qu'il joue, donc il est seul avec un jeu, et de trouver une satisfaction dans le jeu sans se sentir menacé par un orgasme physique d'excitation locale. C'est-à-dire que là, il oppose l'orgasme physique. Ne s'agite pas. Mais ce que j'entends, c'est qu'il oppose l'orgasme physique de cet orgasme du moi. C'est ce que je comprends. Je pense. Parce que moi, je ne sais pas où. Cette histoire d'expérience instinctuelle. Instinctuelle. On ne comprend pas tout à fait, mais on suppose que c'est les pulsions. C'est la pulsion. Donc après, il dit absence d'expérience instinctuelle chez un sujet. Puis après, il rencontre pour la première fois cette expérience. Et là, il y a un orgasme. Parce que c'est comme s'il disait, il n'a pas bouclé cette boucle plusieurs fois pour pouvoir réguler. C'est pas orgasme génital. Mais ça veut dire qu'il y a une bonne manière de faire l'amour. Il y a celle où tout est lié, complétude, et puis on aime pleinement les choses. Il y a celle qui est un peu moyenne, parce qu'on aime un peu, pas complètement son conjoint, mais on est un peu attiré par d'autres choses. Donc l'énergie libidinale, elle est dirigée pas complètement dans le coït, donc c'est pas top. Et puis il y a l'autre, ça c'est vraiment affreux, c'est les homosexuels qui sont des pervers. C'est orthodoxe quoi. Mais il y a un truc du bon usage de comment on va distribuer l'eau. Elle va distribuer soit au bon endroit, soit un peu divisée, puis un peu mais je pense que cette question de l'orgasme du moi chez Winnicott, c'est un peu ce que Freud appelle la sublimation. Il parle de extase, plaisir musical ou intellectuel. Donc, alors c'est presque un plaisir social. Il évoque la sublimation. C'est sublimation tournée mal. Oui. Sublimation pas plus faire. Plus haut. Quand un enfant joue, la totalité de son jeu est-elle une sublimation des pulsions instinctuelles? Donc, point d'interrogation. N'y a-t-il pas lieu de penser qu'il y a une différence dans la qualité pulsionnelle aussi bien que dans la quantité quand on compare le jeu qui apporte une satisfaction à l'instinct brut sous-jacent? Le concept de la sublimation est tout à fait accepté et a beaucoup de valeur. Il est cependant dommage de passer sous silence la grande différence qui existe entre le jeu heureux des enfants et les jeux des enfants qui s'excitent de façon compulsionnelle et qui semblent sur le bord d'une expérience instinctuelle. Il est vrai que dans le jeu heureux d'un enfant, tout peut être interprété en termes de pulsions instinctuelles. Et ainsi de suite. Il parle de l'organe physique, l'enfant qu'on appelle normal, et il dit, au contraire, un enfant carencé, qui c'est mal traduit ici, c'est pas avec un E, carence, mais bon,
nuancée avec une tendance antisociale ou n'importe quel enfant souffrant d'une instabilité maniaco-dépressive est incapable de trouver une satisfaction dans le jeu parce que celui-ci entraîne une excitation physique. Un acmé physique est nécessaire et la plupart des parents connaissent le moment où rien ne peut faire cesser l'excitation d'un jeu, si ce n'est une fessée, voilà, monsieur Vénicole, qui engendre, je vais appeler la police, l'SPJ, qui engendre un acmé artificiel, mais très utile quand même. Oui. Je pense que si l'on compare à une expérience sexuelle, le jeu heureux d'un enfant, ou l'expérience d'un adulte, lors d'un cancer, la différence est si grande qu'il devient possible d'utiliser les mots différents pour qualifier ces deux expériences. Winnicott défend la fessée. Hein. Oui, alors voilà. Ouais, puis il mettait dehors les petits orphelins quand ils étaient insupportables. C'est-à-dire il parle de débordement finalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de débordement qui se répand sur tout le corps et que donc l'enfant devient agité, donc un enfant avant de dormir on voit bien qu'il devient agité, il n'arrive plus à jouer parce qu'il y a tout son corps qui est appelé, donc c'est pas localisé